Faites entrer l'écriture, 12e épisode. Dita Kepler, le personnage qui refusait d'en être un. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et pour commencer, merci une fois de plus à celles et ceux qui nous rejoignent ici, à celles et ceux qui me soutiennent sur Patreon, soutien sans lequel je ne pourrais pas poursuivre cette aventure du podcast. Aujourd'hui, il va être question de la création de personnages. Et pour commencer, cette constatation un peu comique, drôle, j'avais déjà enregistré cet épisode, et puis je l'ai perdu. Et voilà exactement le genre de geste qui pourrait être téléguidé par Destroy Keeper. Destroy Keeper, ce n'est pas un personnage que j'ai inventé moi, c'est un personnage créé par Joachim Séné. Destroy Keeper peut souffler le mal partout où il passe. Que l'on retrouve à côté du mien, Dita Kepler, dans notre nouveau livre, La boucle impossible. Incarné dans des animaux, humains et non humains. Personnage de l'ange destructeur qui, à mon avis, va devenir une sorte de gimmick entre nous. Tiens, j'ai oublié d'enregistrer mon document. Il se fait élu local et refuse un projet de création, une voix poétique, une promesse de lendemain. J'ai perdu ma voix alors que je devais parler en public. Il se fait entrave, panne, sens interdit, retard interminable, oubli regrettable, inondation, incendie. Tout cela, à partir de maintenant, ce n'est plus nous qui le faisons. C'est Destroy Keeper qui entre dans nos vies. Destroy Keeper, gardien de la destruction. Bref, j'avais donc raconté ce qu'est Dita Kepler pendant 25 minutes, et puis j'ai tout effacé. Avant d'aller plus loin, je précise que cet épisode ne va pas du tout ressembler à un guide pour aider à la création de personnages. Au contraire, je crois, ça va être un anti-guide. Mais j'espère que ces anti-conseils vous seront d'une quelconque utilité. Reprenons donc. Qui est Dita Kepler, le personnage qui donne son titre à cet épisode ? Eh bien, ce n'est pas un personnage, c'est un avatar. C'est ce qu'elle dit, c'est ce que je dis depuis des années, depuis 2009 plus exactement, quand on me demande de la présenter. Pourquoi refuse-t-elle ? Pourquoi ai-je refusé pendant tant de temps de la désigner comme un personnage, alors même qu'elle a au moins un nom féminin, et que je dis donc « là » quand je parle d'elle, ou « elle », eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Tout a commencé en 2006. Ça fait un moment, hein. Je venais de travailler beaucoup sur la question de lieu, en écrivant sur la ville en particulier, et j'avais envie d'étendre le champ. Pour l'étendre, j'ai décidé à ce moment-là de m'intéresser à la question du décor, ce qui fera certainement l'objet d'un autre épisode. Parmi les questions que me posait cette question du décor, il y avait celle du décor virtuel. Le décor qu'on appellerait aujourd'hui le métaverse, qui à l'époque était figuré par Second Life. Second Life, qui était une plateforme qui venait d'apparaître et dans laquelle les gens qui se connectaient avaient la sensation de naviguer dans un monde parallèle. Enfin, peut-être. Everyone in tech is talking about these new virtual worlds where people will be able to do plenty of things. Work, learn, play, shop. Il y a même eu du commerce, beaucoup de commerce, des rencontres. Des tas de choses se sont produites et continuent même de se produire dans Second Life. Yes, remember the world you'd enter from your Windows XP desktop in 2003? It had its own virtual economy, and some people even said they made millions of dollars trading in it. Over the years, interest in the platform waned, but Second Life now sees an opportunity to stage a comeback. Moi, la question du décor, je voulais la relier à la question du personnage. Et j'ai donc décidé de créer un personnage qui ne serait pas un personnage, mais qui serait un décor, qui pourrait se transformer en pan de décor. Ça a l'air totalement abstrait comme ça, mais dans mon esprit, ça n'était pas tant que ça, puisque pour pouvoir entrer dans le jeu, en l'occurrence dans Second Life,
eh bien, il fallait créer un avatar. Et cet avatar, on pouvait, a priori, lui donner la forme qu'on voulait. Alors, pourquoi nécessairement lui donner une forme humaine? Pourquoi ne pas en faire un pan de mur, ou une plante, un animal peut-être, mais aussi une brique, un nuage, un fil électrique? Ça m'a beaucoup amusé de me dire que je pouvais transformer Dita Kepler en n'importe quoi. Seul le nom demeurerait, elle s'appellerait toujours Dita Kepler. Si Dita Kepler existe, bien sûr, il n'est pas de raison qu'aucune femme sur Terre ne porte ce nom. D'ailleurs, j'en trouve une à l'instant. J'ai mis cette idée de côté et j'ai commencé vraiment à expérimenter en 2009, 3 ans plus tard. J'étais alors en résidence au 104, un établissement de la ville de Paris qui était en train de muer, lui aussi, de muter, de passer de bâtiment de pompes funèbres à lieu de création artistique. Et puisque j'en avais la possibilité, eh bien, j'ai écrit des textes liés à Dita Kepler elle-même liée au lieu et aux difficultés d'ailleurs que je rencontrais à y écrire. Et de temps à autre, j'ai proposé des lectures de textes qui n'ont eu lieu qu'une seule fois, de textes auxquels on n'avait pas accès. Attention, travaux. Mais ce n'est pas de celle-là, de chaque Dita Kepler sur Terre dont je veux parler. C'était des textes sur lesquels je travaillais beaucoup, qui m'ont pris beaucoup de temps, qu'il me serait aujourd'hui très certainement impossible de transformer, tant je les ai, travaillés, quoi. Dita Kepler est un décor, un fond, un écho, un éclairage public. Ce qui la constitue n'apparaît pas au premier plan. Elle s'immisce, elle se plaque, s'intègre sans peser et souvent elle ôte du poids. Pour autant, bien il fallait être là ce jour-là précisément en 2009 pour les écouter. Qu'est-ce que c'est que cette folie? On y reviendra peut-être. Mais oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de bizarrerie à animer Dita Kepler, ce personnage qui se transforme tout le temps, et que pour autant je ne fais pas évoluer sur sa plateforme virtuelle, en l'occurrence Second Life. Qu'est-ce que c'est que cette complication? Pourquoi ne pas créer tout simplement un personnage et le mettre dans un roman? Ou alors, ne pas jouer dans le jeu et explorer un monde ouvert, comme on appelle ça aujourd'hui, et voir s'il est possible ou non d'y inscrire des aventures? Pourquoi cet accès difficile? Eh bien, je crois que la première raison, elle est liée à Nathalie Sarraute. Elle est liée à l'ère du soupçon que j'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais étudiante, et qui, précisément, parle de la difficulté qu'on a, dans le monde contemporain, à croire encore à la question du personnage, à affirmer que quand on est auteur, on sait tout de son personnage. C'est un texte fondateur qui n'a pas remué que moi, loin de là, et dont je vais maintenant vous lire quelques extraits. Les critiques ont beau préférer, en bon pédagogue, faire semblant de ne rien remarquer, et par contre ne jamais manquer une occasion de proclamer sur le ton qui sied aux vérités premières que le roman, que je sache, est et restera toujours, avant tout, une histoire où l'on voit agir et vivre des personnages, qu'un romancier n'est digne de ce nom que s'il est capable de croire à ces personnages, ce qui lui permet de les rendre vivants et de leur donner une épaisseur romanesque. Ardente. Romanesque. Naïve. Ils ont beau distribuer sans compter les éloges à ceux qui savent encore, comme Balzac ou Flaubert, camper un héros de roman et ajouter une inoubliable figure aux figures inoubliables dont ont peuplé notre univers tant de maîtres illustres. Rêveuse. Amoureuse. Passionnée. Ils ont beau faire miroiter devant les jeunes écrivains le mirage des récompenses exquises qui attendent, dit-on, ceux dont la loi est la plus vivace, ce moment bien connu de quelques vrais romanciers où le personnage, tant la croyance en lui de son auteur et l'intérêt qu'il lui porte sont intenses, se met soudain,
telles les tables tournantes, animées par un fluide mystérieux, à se mouvoir de son propre mouvement et à entraîner à sa suite son créateur ravi, qui n'a plus qu'à se laisser à son tour guider par sa créature. Exaltée. Secrète. Infidèle. Enfin, les critiques ont beau joindre aux promesses, les menaces et avertir les romanciers que, s'ils n'y prennent garde, le cinéma, leur rival mieux armé, viendra ravir le sceptre à leurs mains indignes. Désespérée. C'est Emma Bovary. Rien n'y fait. Ni reproche, ni encouragement ne parviennent à ranimer une foi languissante. Et selon toute apparence, non seulement le romancier ne croit plus guère à ses personnages, mais le lecteur, de son côté, n'arrive plus à y croire. Aussi voit-on le personnage de roman privé de ce double soutien, la foi en lui du romancier et du lecteur, qui le faisait tenir debout, solidement d'aplomb, portant sur ses larges épaules tout le poids de l'histoire, vaciller et se défaire. Depuis les temps heureux d'Eugénie Grandet, où, parvenu au fait de sa puissance, il trônait entre le lecteur et le romancier, objet de leur ferveur commune, tels les saints des tableaux primitifs entre les donateurs. Est-ce pécher mon père que d'espérer un grand amour? Quand te décideras-tu pour Eugénie? Il n'a cessé de perdre successivement tous ses attributs et prérogatives. Il était très richement pourvu, comblé de biens de toutes sortes, entouré de soins minutieux. Rien ne lui manquait, depuis les boucles d'argent de sa culotte jusqu'à la loupe veinée au bout de son nez. Et notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée. Il vaut mieux attendre pour viser mieux. Alors voilà toute l'affaire. 200 000 ? Un immeuble à Paris, ce serait pour vous une forme d'accomplissement. Faudra que j'aille à la boucherie. De la viande. Le bouillon, c'est bien assez. Il a peu à peu tout perdu. Ses ancêtres, sa maison soigneusement bâtie, bourrée de la cave au grenier d'objets de toute espèce, jusqu'au plus menu colifichet, ses propriétés et ses titres de rente, ses vêtements, son corps, son visage, et surtout, ce bien précieux entre tous, son caractère qui n'appartenait qu'à lui, et souvent jusqu'à son nom. Jusqu'à son nom. Je pense que ce n'est pas très étonnant si Dita Kepler est née du fait même que je sois obligée de lui trouver un nom pour pouvoir m'inscrire sur Second Life. Je l'ai déjà raconté plus d'une fois, je l'ai même écrit. Dita Kepler s'appelle Dita Kepler parce que il fallait lui trouver un nom de famille à choisir dans un menu déroulant, assez long, mais j'ai quand même dû choisir, et j'ai pris Kepler. Le prénom, lui, était libre, et j'ai pris Dita à cause de Dita Parlo, la comédienne de La Talente, parce que quand j'avais 25 ans, on disait que je lui ressemblais. Donc Dita Kepler, c'est un composite entre un personnage et un scientifique. Et ce composite, c'est la seule chose que j'ai. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne connais pas son histoire, je ne sais pas si elle parle et comment elle le fait, je ne sais pas si elle éprouve des sentiments ou développe des pensées. Dita Kepler, c'est un pur objet plastique, c'est un être malléable qui se transforme au fil des textes que j'écris. Cabane du vide. Dans celle-là, il n'y a rien. Pas plus de meubles que d'objets. Pas plus de sol que de murs. Comment dire que c'est une cabane? Disons que c'est une idée de cabane, une sensation topique que son emplacement justifie. Il existe en tout lieu des points de timidité, pense Dita Kepler, des nœuds telluriques du malaise. On s'y perd, s'y noie, distendu, effrité, rongé par l'absence d'on ne sait quoi ou qui. Il y a une minute, on était quelqu'un, en marche dans la rue, entier, muni de fonctions diverses, utile, indéniablement. Depuis, la cabane s'est dressée. On y est entré sans le savoir, un pied en avant, et le monde a chuté, a bavé, bégayé, s'est effiloché sous le talon. On ne s'y retrouve plus, ne sait plus quoi penser, ni penser tout court. On a pourtant un toit sur la tête, un sol sous les pieds, ce qui aide à la réflexion. Simplement, ils sont invisibles, et voilà toute la différence. On se retourne. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on va réussir à se battre pour sortir sans personne? Drôle de question,
disent ceux qui ne sont jamais entrés dans la cabane du vide. Si les murs ne se voient pas, peut-on dire qu'ils existent? Dita Kepler ne répond rien, mais elle écoute les habitants. À travers champs. Et ces textes mêmes n'ont pas toujours eu la même destination. Je l'ai raconté, j'ai commencé par écrire des textes pour les lire une seule fois, ce qui était vraiment une façon d'empêcher le lecteur de s'y approprier, j'en suis bien consciente. Et puis finalement, grâce ou à cause de Pierre Ménard, qui a créé un compte Twitter, sans me le dire, au nom de Dita Kepler, quand j'ai récupéré ce compte, eh bien, je me suis mise à écrire d'une façon qui était déjà un peu plus proche de l'édition, puisque les tweets d'Dita Kepler apparaissaient sur Twitter. Ensuite, Joachim Séné a codé ces tweets, et on en a fait une sorte de texte, peut-être illisible, mais en tout cas, à ce moment-là, beau à regarder. Et puisque j'en étais à dériver ainsi, et à publier de plus en plus, eh bien j'ai alterné entre publication numérique et publication imprimée, ce qui a donné en numérique Anna Marseille, à la Marelle, ou à travers champs, publié par l'Air Nu, et côté imprimé, Île ronde, déchirure tempête, chez Jocasseria, une histoire déjà située au bord du lac de Grandlieu, prétexte à réécrire sur Dita Kepler aujourd'hui. Nous avons quitté le village. Nous pensions venir pour le plaisir de retrouver le lac, ses herbiers flottants, ses prairies inondables, mais déjà quelque chose se passe sur la rive. Te voici. Tu portes une valise de carton bouilli, des bottines et un manteau clair qui me rappelle, sans doute est-ce déjà une erreur que cette association, un second manteau en poil de chameau, long et beige à grand col, dont la taille est marquée par une large ceinture et une boucle ronde, une boucle nombril mais disproportionnée, le vêtement préféré, griffé Dior, de Marilyn Monroe. Oui, tu t'approches, dit Kepler, en bottines lacées, cirées, incongrues dans ce sol boueux, comme si tu pouvais le changer en piste de balle, ta valise vieillotte à la main. Et tout vient, en effet, de ce questionnement sur le personnage. Comment, moi, aujourd'hui, je peux croire encore au personnage? Je pense que c'est une question qui aura été assez paralysante pour les auteurs à la fin du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ce que dit, en s'en moquant un peu, Nathalie Sarraute sur les prévisions des critiques expliquant qu'il faut conserver au personnage son statut, sous peine de ne plus du tout être lu, eh bien, je pense que c'est toujours d'actualité. On dira aujourd'hui qu'il faut absolument accrocher le lecteur parce que il va spontanément plutôt aller regarder des séries. Et en effet, c'est beaucoup plus facile de regarder une série que de se remettre dans un livre, a priori. Le cinéma s'est d'ailleurs un peu fait vampiriser à ce niveau-là, au niveau des histoires. Alors que faire? Refaire du roman du XIXe siècle qui se passerait au XXIe, avec une sorte de brassage des questions qui se posent aujourd'hui? Franchement, je pense que beaucoup de gens font ça. Et des lecteurs s'y retrouvent. Ici apparaît un roman. La douchette fonctionne pour ce genre de produit de grande consommation. Une fois le livre identifié, Destroy Keeper doit choisir dans le menu une des 3 options, puis une des sous-options. 1. Reconditionnement. A. Comme neuf. B. Très bon état. C. Bon état. D. État d'usage. 2. Recyclage. A. Tissu. B. PET synthétique. C. Papier. D. Métal. E. Verre. F. Composite. 3. Destruction. A. Brûler. B. Enfouir profondément. C. Marteler jusqu'à disparition totale. Mais moi, ça ne m'a jamais intéressée en tant qu'écrivaine. Je n'ai jamais été tentée de faire ça. Ce qui ne m'empêche pas d'être tentée par la fiction, d'être tentée par le roman. Mais comment trouver des formes nouvelles, des nouvelles façons d'exprimer cela sans faire totalement disparaître le personnage? Eh bien, c'est toute la question de Dita Kepler, puisque Dita Kepler, n'ayant pas d'identité propre, se construit sur cette inquiétude de ne pas savoir qui elle est. On l'aura compris, se changer en décor, en lieu, en n'importe quoi, c'est une façon d'avoir
davantage de pouvoir, mais aussi de perdre son identité. Et c'est vraiment sur ce double aspect que j'ai fondé mes textes. À quoi ça sert d'avoir des pouvoirs magiques de personnages de jeux vidéo, disons, si on est balancé dans le monde réel? À quoi ils nous servent si on reste invisible aux yeux des autres? Dita Kepler, c'est le personnage qui, refusant d'en être un, ne peut plus exprimer quoi que ce soit, puisqu'elle est en proie au doute, au soupçon, à l'auto-soupçon. Pendant des années, elle m'a évidemment servi à dire ce que je ne pouvais pas dire, et le dire sans danger. Je pense que son obscurité, sa difficulté d'accès, était aussi une protection. Aujourd'hui sort La boucle impossible, et je pense que ce sera la dernière fois qu'on verra apparaître Dita Kepler. Pour la première fois, elle est, peut-on penser, accompagnée. J'ai parlé au début de l'épisode de Destroy Keeper, le personnage de Joachim Senney, et en effet, un autre personnage qui a les mêmes initiales qu'elle, opposé à elle, survient dans l'aventure. Lui aussi, il a des pouvoirs magiques. Il vient du jeu vidéo. Donc, pas de problème pour communiquer avec lui normalement, si ce n'est que, en travaillant, retravaillant, relisant notre livre, nous nous sommes aperçus, Joachim Senney et moi, que nos personnages ne se côtoyaient jamais. Enfin peut-être. Pour savoir s'ils se rencontrent, il faut vraiment aller au bout du livre. En attendant, la boucle impossible m'aura permis de dégager, je pense, Dita Kepler de sa gangue d'invisibilité. Et comment elle a fait? Eh bien, tout simplement en prenant la place d'une personne célèbre. En l'occurrence, j'ai utilisé le fait que Mylène Farmer était venue à la fin des années 80 tourner un clip au bord de ce lac, le lac de Grandlieu, et qu'on s'en souvenait encore, pour mettre Dita Kepler dans sa peau. La boucle impossible, c'est l'histoire de la difficulté à faire connaître des œuvres qui sortent du cercle étroit où on veut les maintenir. Comment faire pour briser le plafond de verre? Comment faire pour faire vivre, survivre, continuer à vivre une œuvre qui est destinée à disparaître, à s'étioler, si on ne prend pas soin d'elle? Faut-il la préserver, la conserver, comme le pense Dita Kepler, ou faut-il la détruire ou la laisser se détruire elle-même, comme le pense Destroy Keeper? Eh bien, dans le texte, je pense que quand vous le lirez, vous verrez qu'on n'arrête pas de changer d'avis. Alors, Dita Kepler est-elle devenue un personnage pour finir? Puis-je dire, Dita Kepler, c'est un personnage? Puisqu'elle prend l'apparence d'un autre personnage, celui de Mylène Farmer, créé par Mylène Farmer et non pas Mylène Farmer lui-même, pourquoi pas? Est-ce que pour autant ça lui invente un passé, une histoire, des points de repère, comme je le disais au début? Je ne crois pas. Simplement, je pense qu'il faut maintenant que je me débarrasse d'elle, comme Destroy Keeper se débarrasse de tout, pour avancer, pour me sortir de cette difficulté à parler, à m'exprimer, à penser aussi au lectorat, qui est une vraie question. Eh bien, il faut que je dise au revoir à Dita Kepler. Jamais elle ne sera un personnage. Un vrai personnage muni de tous les attributs dont parle Nathalie Sarraute dans son livre. Sauf si quelqu'un s'en empare. Et j'ai toujours dit que quelqu'un pouvait s'emparer de Dita Kepler. Pierre Ménard l'a fait. Si je me souviens bien, Thierry Bestingel aussi a dû écrire un peu de Dita Kepler. Joachim Senney a parfois tweeté à ma place. Et puis, une vraie Dita Kepler existe.
une femme qui s'appelle vraiment comme ça et qui un jour m'a écrit pour savoir quand sortirait le livre qui porte son nom. Ça n'a pas été simple de lui expliquer qu'il n'y avait aucun livre qui s'appelait Dita Kepler, que Dita Kepler c'était simplement une figure qui apparaissait et disparaissait de livre en livre. Je me suis tellement compliqué la vie avec ce personnage, en particulier dans Anna Marseille, où je l'ai quand même anamorphosée. Et au passage, c'est drôle, parce que l'anamorphose, c'est un motif de Mylène Farmer. Donc, comme quoi, il y avait déjà quelque chose qui était à l'œuvre sans que je le sache. Mais bref, j'ai fait des choses tellement difficiles que je me demande aujourd'hui si ça vaut la peine de poursuivre. D'ailleurs, la boucle impossible commence par ce bug. Je vois apparaître Dita Kepler sous la forme du personnage de Mylène Farmer. Je la regarde, je regarde comment elle est habillée, et je crois voir la boucle de ceinture du manteau de Marilyn Monroe, obnubilée que je suis encore par Marilyn, sur laquelle j'ai écrit un livre. En fait, toute cette histoire de personnage qu'on ne peut plus appréhender comme avant se réduit à certains moments à un simple bug. Peut-être que c'est ça aussi écrire. Accepter le bug. Voilà. J'aurais pu en raconter beaucoup plus. Je ferais peut-être d'autres épisodes sur chacun des livres dont j'ai parlé. Mais j'avais envie, cette fois-ci, là, tout de suite, de dire quelque chose de Dita Kepler avant qu'elle s'efface, s'estompe, disparaisse à tout jamais. À bientôt. Au revoir.